Maud, on reçoit Monsieur Monjaret et Monsieur Demaison, peut-être, et ils sont là Philippe, pour oui. Je vais les prendre la laisser parole. présenter leur contribution du coup. Alors pour les plus anciens d'entre nous, ceux qui ont connu les précédents mandats, le sujet de la participation citoyenne, la question de la participation citoyenne, égalitaire, hommes, femmes, sur tout le territoire de Grand Angoulême, elle n'est pas nouvelle. Sur mon précédent mandat, il avait été possible d'adopter à 2 reprises, avant fusion et après fusion, la charte de la participation citoyenne. Et on a trouvé bon, enfin en tout cas en échangeant, que le Conseil de développement puisse porter son regard sur l'état de la participation citoyenne sur le territoire de Grand Angoulême. Ça évolue avec des nouveaux élus aussi. Le monde évolue autour de nous, donc la participation citoyenne, elle évolue. Voilà, donc je leur laisse le plaisir de nous présenter leur contribution. Merci. Merci. Donc Éric Demaison, comme présenté par Monsieur Bonnefond. Donc pourquoi nous sommes emparés du sujet de la concertation citoyenne? Alors, on n'est peut-être pas parti là-dessus, c'est le groupe Quartier Climat, donc qui accompagnait la démarche Quartier Climat, qui s'est saisi de ce sujet. Et pourquoi? Parce qu'aux différentes étapes de concertation qui ont eu lieu dans la démarche Quartier Climat qui a été engagée, je ne sais plus trop quand, 2022 peut-être, ou 21, voilà. Donc on a participé et on a participé et l'ensemble de ces démarches nous ont, dans le groupe de travail, interpellés. Interpellés pourquoi? Parce que, bon, elles ont été utiles, on le verra plus tard, on l'abordera légèrement plus tard, mais au-delà, on a constaté une participation faible à modeste, voilà, avec quelques contre-exemples bien sûr, mais, et en plus, autre point aussi qui nous a interpellés, c'est que dans les réunions, quand on enlevait les techniciens, les élus, les membres du conseil de développement, il restait quelques personnes. Et quand je dis quelques, voilà, c'était quelques unités. Et donc, et en plus, c'était ce qu'on peut appeler toujours les mêmes, c'est-à-dire des profils équivalents. Donc ça nous a un petit peu interpellés. Et nous, on a traduit dans la participation citoyenne, on met beaucoup de choses. Et nous, l'optique qu'on a prise, c'est de dire, c'est le lien élu-citoyen. Et le lien élu-citoyen, il est bien sûr faire comprendre ce qui se passe au niveau ou faire comprendre ce qui se passe au niveau des citoyens vers les élus pour les bonnes décisions, mais c'est faire aussi en sorte que les citoyens se sentent associés aux décisions prises. Voilà. Et nos travaux s'inscrivent donc dans cette optique. Faire en sorte que les citoyens aient le sentiment que le territoire, les décisions prises sur le territoire, ce sont pour eux. Ils ne sont pas complètement hors sol. Ce qui aujourd'hui est quand même la vindicte réelle, même si ce n'est pas vrai. Même si ce n'est pas vrai. Et donc nos travaux s'inscrivent dans cette optique, avec la volonté de rendre des recommandations dès à présent, donc avant la période de réserve qui va commencer bientôt, parce qu'on pense qu'il y a moyen d'enclencher quelque chose au niveau de l'agglo. Et on a voulu aussi de prendre des mesures préconiser des mesures relativement simples à mettre en œuvre et qui, financièrement, n'ont pas d'impact. Voilà. Donc, partie de ces constatations, on a relevé 5 niveaux de participation citoyenne. Le premier étant l'information, qui présente les éléments nécessaires à la compréhension collective. Le deuxième étant la consultation, où on recueille l'avis des citoyens sur un projet préparé. Ensuite vient la concertation, pour faire contribuer à l'élaboration du projet. Ensuite, la co-construction, partager des décisions et la mise en œuvre avec les acteurs. Et la codécision, enfin, qui est le niveau le plus élevé, qui est l'intégration des acteurs et des actrices dans la prise de décision. Alors, il y a des enseignements issus de nos rencontres. On a rencontré effectivement Maud Fourier sur ce sujet. On a rencontré, on a travaillé dans le cadre de Quartier Climat. On a interrogé les communes et on s'est approché aussi de Grand Poitiers pour savoir comment eux pratiquaient. Donc, au niveau de l'agglo, donc on a eu 2 rencontres. Alors ici, sont écrits ce qu'on nous on en a retiré. Les échanges ont été beaucoup plus riches puisqu'ils ont duré, je ne sais pas combien, 1h30 à chaque fois.
quelque chose comme ça. Donc il y a eu beaucoup de choses de dites, et puis bon, c'est vrai que le domaine de la participation citoyenne, on met un peu beaucoup de choses, chacun a un peu sa définition dans la tête. C'est pour ça aussi qu'on avait fixé le cadre des 5 niveaux qui est un cadre académique. Avec Maud, donc il y a 3 points, nous on retient 3 points, alors je mettrai le premier, nous a un peu interpellé, c'est qu'il n'y a pas de participation citoyenne à l'échelle de l'agglomération s'il n'y en a pas à l'échelle des communes. Il faut un maillage territorial de participation citoyenne pour que l'on puisse avoir une participation citoyenne au niveau de l'agglomération, les sujets étant par essence ou souvent beaucoup plus abstraits, beaucoup moins ancrés dans le quotidien des gens. On n'arrivera pas à les mobiliser au niveau de l'agglo s'ils n'ont pas l'habitude d'une participation citoyenne régulière au niveau de chaque commune sur des problématiques qui les concernent beaucoup plus directement. Voilà. Et ça participe aussi à faire agglo, puisqu'il y a une difficulté de sentiment d'appartenance à l'agglo. Les gens localisent mal ce que c'est que l'agglomération, en fin de compte. Ils identifient leur commune, ils identifient beaucoup plus difficilement l'agglomération. Bon, après, les 2 autres points sont importants. Le lien nécessaire avec les acteurs et les actrices du territoire, ça veut dire les associations, les relais d'opinion, les relais de sentiments des gens. Et puis après, bien sûr, le retour sur ce qui est les décisions prises et la prise en compte de ce que les citoyens ont remonté. Concernant Quartier Climat, la chose qui nous a... Alors, vous voyez, donc il y a 62 actions. Alors là, je ne sais plus quel document, si c'est le D2O, c'est ça ? Enfin voilà, donc 62 actions, c'est 62 actions issues de la participation citoyenne, d'échanges qui ont eu lieu lors des ateliers vers Magélis. Mais aussi, ce qui nous a aussi... interpellé, c'est les 750 élus communaux. Quand on était aux rencontres associées à Quartier Climat, il y avait quand même peu d'élus présents. Or, le premier niveau de participation, il est aussi lié aux élus. Quand on a 10 ou 15 élus, quand on était à, je sais pas où, mettons à l'île d'Épagnac ou à Cara, enfin bref, c'est quand même relativement peu. Et donc, il y a un devoir et un effort de formation et d'appropriation par les élus communaux de la participation citoyenne. Il faut les convaincre que voilà, c'est important et aussi de faire place à l'agglo. Pour autant, il y a des démarches qui ont été amorcées dans les communes avec des démarches testées, telles que le journal municipal, les réunions publiques thématiques ou par quartier, ça existe. Les commissions ouvertes aux citoyens, aux citoyennes, les conseils citoyens, conseils de quartier et budget participatif qui sont testés. Alors il y a aussi des actions qui sont un peu rêvées, comme l'aller au-devant des habitants, intégrer la dimension participative dès le démarrage des projets, échantillonner les participants pour une meilleure représentativité, un peu plus compliqué, c'est pour ça que ça reste encore du domaine du rêve. Et la participation, c'est pour les gens qui souhaitent s'y investir et ne pas rechercher à tout prix la participation. Je tiens à remercier les communes, parce qu'on a interrogé toutes les communes, et je tiens à remercier particulièrement, nous remercions particulièrement les communes qui se sont donné la peine de nous répondre. Elles sont nommées ici. Je ne les citerai pas par respect pour ceux qui n'ont pas répondu. Qui n'ont pas eu le temps. Voilà. On ne juge pas. Mais on peut citer Vindel qui a fait partie des nombreuses répondantes. Merci Isabelle. Et merci Anne-Laure aussi du coup. Les enseignements tirés du territoire du Grand Poitiers, en fait, à la base, c'est une dimension politique. La participation doit être au cœur du projet politique. Et la première adjointe est dédiée à la démocratie, là-bas, sur des sujets mobilisateurs et des thèmes traités qui doivent être concrets et ancrés dans la vie quotidienne, avec un accompagnement par des professionnels, des techniciens ou des associations qui facilitent le dialogue entre les habitants et les élus. On a échangé avec eux pendant 1h30 en visio. On n'en est finalement pas très loin, nous, dans notre Codev, sur cette façon de travailler. Alors, de tout ça, on a sorti quelques recommandations. Recommandations simples. La première étant une vice-présidence renforcée, nommer une vice-présidence responsable de la participation citoyenne avec une feuille de route claire et des rituels d'échange intercommunaux. Un service dédié, établir un service en charge de la participation citoyenne pour apporter support méthodologique et expertise transversale
notamment à l'échelon communal, là où il y a plus de difficultés à la mettre en place, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, parce que c'est pas la même chose. Être présent dans les événements festifs, utiliser l'événement de la vie locale et solliciter les acteurs locaux pour toucher des publics diversifiés dans un cadre convivial, par exemple les soirs bleus, avec un impact tangible, veiller à ce que les actions aient un effet rapide sur les décisions locales et organiser le retour vers les habitants pour expliquer les choix finaux. La notion de retour est très importante. Et ces recommandations visent effectivement à structurer l'approche participative en donnant les moyens humains et organisationnels nécessaires. L'objectif est de passer d'une participation subie à une participation voulue et organisée efficacement. Alors, là c'est tout est dit dans le titre. Osons expérimenter. En fin de compte, là, on a mis 3 exemples, peu importe, mais aujourd'hui, la participation citoyenne, c'est un domaine foisonnant, un bouillonnement d'idées sur les techniques à mettre en œuvre. Mais il faut surtout surprendre le citoyen et pas que ce soit des ateliers de réflexion, enfin pas systématiquement, parce que là, on les lasse, quoi. Et donc, il faut faire des expérimentations qui décoiffent, qui sont régulières. Et il faut aussi, alors expérimenter, pas pour expérimenter. Et c'est pour ça qu'il faut un service à l'intérieur qui tire les enseignements des expérimentations et qui sait capitaliser dessus. Il faut aussi, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, en conclusion, je vais vous dire une chose, c'est lisez notre rapport. Il n'est pas épais. Il fait 10 à 12 pages, 4 pages de recommandations. C'est peut-être même une grosse police, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à lire. Et c'est présenté un peu différemment, les recommandations sont présentées un peu différemment de ce qu'on a présenté là aujourd'hui pour des raisons de temps. Mais voilà, lisez notre rapport. Merci. Est-ce que ça appelle d'autres? Oui, Jackie. Oui, une remarque. Hein, je ne veux surtout pas relancer le débat, mais il faut quand même qu'on replace un certain nombre de choses. Nous sommes dans un système national qui est basé sur la démocratie représentative. 1. 2, ça a été évoqué ici, charge effectivement aux collectivités de faire contribuer leurs citoyens. L'expérience montre, un peu partout en France, qu'à chaque fois qu'il y a eu des sujets où on a voulu que des habitants issus de, on va dire, de milieux socio-économiques représentatifs fonctionnent, et j'ai envie de dire ça devrait être la même chose, et ça doit être la même chose pour les élus, c'est que ces personnes-là ont été formées. Quand on s'empare d'un sujet, quelque part, on doit le maîtriser. Donc la notion de, quelque part, d'éducation populaire, de formation d'un côté des élus et de l'autre côté des citoyens peut entraîner effectivement des processus qui peuvent aller jusqu'à des prises de décision par les élus, mais avec des regards éclairés d'habitants formés sur les problématiques. Merci. Oui, Raphaël Manzanas. Oui, alors déjà, merci pour ces travaux d'éclairage. Je voudrais revenir aussi sur la notion de tampon, comme on a pu le voir précédemment. La difficulté par rapport à ce que vous identifiez en termes de retour vers le citoyen, vers les citoyens et les citoyennes, à chaque fois qu'on a eu un premier niveau de participation, c'est de savoir à quel point la traduction par les élus dans le cadre d'une démocratie représentative, se traduit soit dans la réappropriation de ces éléments-là, ou alors dans une forme de participation washing, c'est-à-dire repeindre ce qui était de l'ordre de la participation en politique publique en y apposant un label de qualité qu'on pourrait dire citoyenne officielle. Moi, je lis souvent avec grande attention les rapports que vous avez émis. Je me souviens d'un très très bon rapport sur les mobilités qui résumait véritablement ce qui étaient les aspirations, à la fois dans les cahiers de doléances qu'on a pu voir chez les Gilets jaunes, à la fois dans les cahiers de doléances qu'on a régulièrement en mairie sur la mobilité, sur la difficulté quand on est une personne âgée, quand on est jeune sur un territoire, quand on est éloigné de son lieu de travail. Et à chaque fois, on ne voit pas la traduction véritablement sur les politiques publiques, ou alors, effectivement, ça peut prendre une amorce, un temps, une inertie importante pour que ça puisse avoir des traductions réelles. Donc là-dedans, notamment eu égard au fait que l'agglomération est plus éloignée que la commune de ses citoyens et citoyennes, effectivement, on comprend ce décalage de la part soit des gens qui prennent leur temps bénévole
pour participer et apporter de la réflexion au moulin, et on ne voit pas la réalisation concrète, donc il y a une forme de découragement. Si on prend l'exemple simplement de la réunion publique à laquelle nous avons participé ensemble, Monsieur le Président, et d'autres élus sur l'arrêt de bus Franquin, on était effectivement sur un niveau de participation qui peut être intéressant, mais on n'était qu'au premier, à savoir l'information. Et toutes les personnes qui auraient pu, à travers cette réunion, co-construire, co-animer, coordonner même avec les services de transport, n'auront certainement aucun retour jusqu'à la mise en œuvre finale des travaux qui vont bientôt démarrer pour l'arrêt de bus Franquin. C'est un exemple parmi les autres. Sur l'aspect référendaire et sur le référendum, qui, je le rappelle, est ici inscrit dans la loi, et qui donc permet à n'importe quelle commune de soumettre une décision communale au référendum, charge à la commune de l'organiser. Pourquoi ne pas s'en saisir et pourquoi ne pas le saisir et à quelle échelle le saisir? C'est-à-dire, si on le dit juste pour l'implantation ici et là d'un petit montant du budget communal, on comprendra bien que c'est un référendum pour faire joli. Donc c'est une concertation pour faire joli. Si on pose la question, et là l'information est capitale pour les citoyennes et les citoyens pour prendre les bonnes décisions, la formation aussi aux enjeux environnementaux, si on pose par exemple la question sous forme de référendum, êtes-vous pour ou contre un incinérateur sur le Grand Angoulême, un sujet majeur, un investissement majeur, peut-être que là, le poids de la politique participative, elle aura son importance, parce qu'on aura consulté sur un sujet majeur avec un citoyen, une citoyenne, avec un avis et des informations éclairées, plutôt que d'essayer soit de faire sous la forme d'information, soit sous la forme d'imposition, voire même de passage en force. Et quand sur les gros dossiers, on ne consulte pas, ou même on ne fait pas l'effort d'informer correctement les gens, ou alors on passe par des biais communicationnels, et bien effectivement, on perd la participation, effectivement, on fait que notre territoire se remplit de rancœur tenace vis-à-vis des décisionnaires, et on accumule comme ça des personnes qui tournent le dos à la participation citoyenne. Et je crois qu'on ne mesure pas aujourd'hui assez les dégâts que cela peut provoquer en termes ne serait-ce que de personnel politique que l'on choisit par la suite. Et je pense évidemment à ceux qui n'ont jamais gouverné, qui n'ont jamais pris de décision, à savoir l'extrême droite, et qui peuvent très bien bénéficier de tous les trous que nous avons laissés dans la participation citoyenne. Bonsoir à toutes et tous, merci Président. Moi je voulais juste peut-être monter encore un petit peu d'un cran pour réfléchir tous ensemble à pourquoi il faut faire de la démocratie participative, pourquoi c'est si important en ce moment. Et pour avoir lu beaucoup de choses sur le sujet, même si on a un régime représentatif, c'est vrai, tu as raison Jackie, il me semble que c'est vraiment particulièrement important pour trois raisons. Les citoyens se sont beaucoup éloignés de la politique, ils n'ont plus confiance dans la politique. Les derniers baromètres, Cevipof le montrent à quel point les citoyens s'éloignent de la politique. Il faut réussir à les ramener, c'est absolument crucial. C'est une catastrophe en fait, potentiellement. Je pense que les temps sont durs. Ça, ce serait la deuxième raison. Les temps sont durs et donc les décisions à prendre sont difficiles. Parfois, il faut beaucoup de courage et donc il faut pouvoir expliquer, passer beaucoup plus de temps à expliquer, à consulter et à impliquer et donc à former. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Jackie, c'est fondamental. La Convention citoyenne pour le climat ou sur la fin de vie l'a bien démontré. À partir du moment où on forme les gens, on arrive à trouver des consensus sur des décisions extrêmement difficiles à prendre et très courageuses. Et puis la troisième raison pour laquelle il faut remettre de la démocratie participative, c'est un peu lié à la deuxième, mais les temps sont durs et c'est important de recréer du lien, de réimpliquer les citoyens, de faire des chantiers participatifs, de re-responsabiliser aussi les gens. On va avoir besoin de déporter des actions politiques, des actions financées par le politique sur des actions qui seront plus de l'ordre des associations. Il va falloir démultiplier les associations et l'engagement associatif, l'engagement des bénévoles pour réussir à combler des politiques publiques qui vont pas aller en s'améliorant. Et donc, je pense que voilà, tout ça sont des bonnes et même des raisons absolument cruciales de vraiment développer cette démocratie participative. Et je dirais, c'est pas un rêve. Je pense pas que
il faille parler de rêve. Il y a des villes où ça se passe, des villes où on le fait. On a la chance d'avoir un conseil de développement. Il faut vraiment le renforcer, le développer et aller plus loin dans les 5 axes. On n'est pas suffisamment loin. On s'arrête souvent à la concertation. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Merci. C'est bon, Maud? Excuse-moi. Benoît Méjaclair. Merci, Président. Juste un point sur... on peut s'enorgueillir, effectivement, comme il a été dit, que nous ayons un conseil de développement et les travaux qui sont faits sous votre régime. On peut se satisfaire de ça. Maintenant, il y a un cadre juridique. Le référendum communal, ça s'inscrit dans un cadre juridique qui est posé par la loi. La démocratie participative, on en parle, mais ce n'est pas un cadre juridique. En fait, ce qui manque, et c'est la raison pour laquelle on a voté cette motion, c'est le cadre juridique qui permettrait d'imposer effectivement cette démocratie participative. Si on veut que la volonté politique ait plus de poids, il faut que le droit puisse s'en emparer pour qu'on puisse avoir une contrainte, pour qu'il puisse y avoir une contrainte de cette démocratie participative. Je croyais que l'acoustique avait été réparée. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, une blague. Je suis trop collé au micro. Oui, alors je disais, donc je recommence. Non ? Vindel est taquin ce soir.